Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va regarder les ETF. Alors on va regarder pourquoi on va regarder les ETF parce qu'il s'agit en fait de produits financiers assez importants sur les marchés financiers, donc au niveau mondial. C'est l'un des produits quand même les plus populaires sur les marchés. Donc on va regarder dans un premier temps qu'est-ce que c'est, la différence avec bien évidemment une action. Et ensuite on va parler en fait de la création de ces produits-là et le rachat qui est redemption en anglais et tout le processus en fait de liquidité pour faire de la création d'ETF ou du rachat d'ETF. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est un ETF? L'acronyme en fait en anglais c'est Exchange Trading Fund. Donc ce sont des fonds qui se tradent en bourse. Donc c'est un produit financier en quelque sorte qui rassemble un panier d'actions, d'obligations ou de commodités. Donc en fait, les ETF se traitent comme un stock, donc comme une action sur un marché, donc bien évidemment sur une bourse, c'est exactement la même chose que lorsqu'on trade une action. Donc ensuite, on peut avoir des ETF pour traquer un indice. Donc qu'est-ce que c'est en fait traquer un indice? C'est refléter le même mouvement que l'indice. Donc par exemple, l'ETF va refléter le même mouvement que le S&P 500, le Nasdaq ou le Dow Jones ou même le CAC 40. Donc ça, ce sont des ETF qui sont produits pour traquer les indices. Donc refléter, en fait, refaire exactement le même mouvement qu'un indice. Ensuite, on peut aussi traquer un secteur, donc on peut avoir des ETF plus spécialisés sur un secteur financier, technologie, santé, énergie ou etc. Ensuite aussi, il peut y avoir différents types comment dire, de trackers. On peut traquer des titres de valeur, des titres de croissance, sur les pays émergents aussi. Donc en fait, après, on peut avoir différents types d'ETF. Et vous pouvez avoir en fait la liste des ETF sur le site ETF.com. Vous pouvez avoir vraiment un panier d'ETF incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voici par exemple le site internet ETF.com qui rassemble pas mal les ETF qui existent. Donc là par exemple, si par exemple je vais ETF Chanel, je vais dans les Gold ETF, donc les ETF qui sont basés, qui vont traquer l'or. Donc si j'appuie dessus, ça va me sortir une liste en fait d'ETF qui va traquer l'or. Donc avec les différents, vous voyez, vous avez Direction, vous avez bien évidemment Global X, iShare ici, SPDR aussi, SPDR. Enfin bon, vous avez différents, bien évidemment, ETF. Donc après, vous pouvez choisir suivant le secteur ou traquer un indice ou autre. Donc ça, c'est le site où vous pouvez trouver ces informations-là. Vous avez différents, donc vous avez même sur l'or, sur l'argent, sur le fixed income, revenu fixe, high dividend yield, donc les hauts dividendes, emerging market, les bonds, les obligations, le biotech, énergie, enfin bref, vous avez toutes sortes, même les technologies ETF, vous avez toutes sortes d'ETF, vous pouvez aussi rechercher par indice aussi. Donc ça c'est le site où vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est ETF.com. Donc pour faire une petite illustration de qu'est-ce que c'est comme si vous allez dans une chocolaterie par exemple, vous avez les chocolats à l'achat à l'unité. Donc ça c'est comme si vous avez les actions bien évidemment individuelles à l'unité. Et ensuite vous avez aussi des boîtes de chocolat qui rassemblent un assortiment de chocolat. Donc on va prendre plusieurs unités, on va la mettre dans une boîte et on va faire le prix de la boîte. Mais en fait l'ETF c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir donc d'un côté les actions individuelles que vous pouvez acheter à l'unité. Ou sinon, vous pouvez acheter un panier, comme un ETF, une boîte en quelque sorte, où il va avoir à l'intérieur un ensemble d'actions que ça va refléter en fait le mouvement de l'ensemble des actions. Donc là, pour mettre en parallèle, c'est comme si vous avez à gauche, donc à l'unité, vous avez Google, Apple, Facebook, Microsoft. Et c'est comme si on rassemblait toutes ces actions-là, on les mettait dans un même panier et on achète l'ensemble du panier. Donc on achète un seul panier qui rassemble ces actions-là individuellement. Donc en fait, ça permet aussi de diluer en quelque sorte le risque qui est l'exposition sur une seule position par exemple. Donc ensuite, qui est-ce qui fabrique bien évidemment ces ETF? Qui sont les fabricants de ces ETF? Donc là, il va y avoir certainement certains que vous avez déjà entendu parler. Et ils ne sont pas tous cités bien évidemment ici, je ne les ai pas tous mis, mais j'en ai mis quelques-uns. Après, je n'ai pas mis la liste bien évidemment exhaustive, il y en a plein d'autres. Mais par exemple, dans les plus connus en Europe du Nord et aussi par exemple en Europe, vous avez le Lyxor en Europe qui est pas mal connu. Sinon, ben, c'est vrai que vous avez en Europe du Nord
pardon, en Amérique du Nord, vous avez iShares de BlackRock. BlackRock, tout le monde connaît. Donc iShares, c'est une division qui fabrique justement les ETF. Vous avez le Vanguard aussi, qui est quand même pas mal connu. SPDR, en fait, SPDR, c'est l'acronyme de Standard Poor's Depository, je crois, Receipt. Donc maintenant, c'est détenu, en fait, la société, c'est comme, par exemple, BlackRock qui détient iShares. Donc qui est-ce qui détient SPDR? C'est State Street Global Advisor. Donc en fait, ils détiennent bien évidemment le fonds SPY, donc SPY, en fait, qui est le fonds le plus tradé au monde. Donc c'est eux qui le détiennent. Cependant, ils ont seulement 2,8 trillions de assets under management, donc d'actifs sous gestion, alors que par exemple BlackRock, lui, a à peu près, si je ne me trompe pas, 6,8 milliards, donc bien évidemment beaucoup plus, pratiquement 3 fois plus. Donc BlackRock est vraiment la société avec la plus importante au niveau des actifs sous gestion. Donc ça, vous le savez peut-être, vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est pour ça qu'ils ont une place assez importante dans le milieu financier actuellement. Donc, comme pour les actions, qu'est-ce qui se passe quand on veut acheter une action? Bon, on va bien évidemment, on va demander à notre broker d'acheter telle action. En fait, les ETF, c'est exactement la même chose. On va demander à notre broker de nous trouver, bien évidemment, un vendeur pour ce qu'on veut acheter. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, nous avons beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs? En fait, on ne va pas trouver des vendeurs pour chaque acheteur. Donc, en fait, dans les ETF, il va y avoir un processus de liquidité, en fait, de création de nouveaux ETF. C'est tout un processus qui se fait bien évidemment en arrière et en fait qui va générer une liquidité suffisante pour répondre à la demande. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc une fois que vous avez demandé en fait à votre broker, bien évidemment que vous voulez acheter ces ETF là, mais qu'il n'y a pas assez bien évidemment d'offres pour répondre à votre demande, le broker va faire appel en fait à une troisième partie en fait, qui est la personne autorisée. Donc en anglais on appelle authorized person. Donc en fait c'est cette personne là après qui va jouer l'intermédiaire entre le fabricant et bien évidemment le broker pour fournir de la liquidité. Donc là, par exemple, le broker, qu'est-ce qu'il va faire quand vous avez soumis votre demande d'achat? Il va commander des ETF à la personne autorisée dans un premier temps. Alors juste un petit rappel, un ETF, ça rassemble un panier d'actions ou d'obligations, de commodités ou autres. Et en fait, là, par exemple, admettons que nous voulons acheter un ETF qui rassemble les actions suivantes. Apple, Facebook, Microsoft, Google ou Amazon. Donc là, admettons, c'est cet ETF-là qu'on veut acheter. Donc le processus va être simple, on va aller voir donc la personne autorisée, on va lui dire qu'on veut acheter cet ETF-là qui contient l'ensemble de ces actions-là, et ensuite, donc cette personne autorisée-là va dans un premier temps acheter les actions individuellement, donc elle va acheter Apple, Microsoft, Google, Amazon, et en fait elle va prendre ces actions-là, elle va les envoyer donc à iShares, par exemple, on a pris un exemple de iShares de BlackRock, donc on va les envoyer au fabricant, donc iShares, et ensuite iShares, qu'est-ce qu'il va faire avec ces actions-là? Il va prendre les actions que la personne autorisée lui a données et il va créer donc l'ETF, donc l'ETF X. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet ETF X? On va bien évidemment le redonner donc à la personne autorisée. Donc voici une petite illustration. iShares, le fabricant de l'ETF, donc il y a les fabricants d'ETF. Donc iShares fournit l'ETF, donc lui il a fabriqué l'ETF, il a pris les actions, il a fabriqué la structure et il donne donc l'ETF à la personne autorisée, comme je viens de préciser juste plus tôt. Donc ensuite, la personne autorisée prend l'ETF, elle le donne au broker et le broker répond à la demande de l'acheteur. Donc en fait, c'est ça tout le processus qu'il y a en arrière qu'on n'a pas vraiment conscience. Mais en fait, il y a un processus pour assurer une certaine liquidité sur justement les ETF. Donc la personne autorisée est souvent l'intermédiaire principal pour justement autoriser, en fait, pas autoriser, mais pour gérer cette liquidité. Donc en fait aussi, il faut savoir que donc, les ETF sont l'un des produits les plus populaires. Je crois que c'est même le produit le plus populaire après les téléphones depuis 2008 ou 2009. En fait, il faut savoir aussi que du coup, c'est pour ça qu'on a des gestionnaires d'actifs qui sont très importants maintenant au niveau mondial, comme BlackRock, plus que justement en fait la création
de ce genre de produit, en fait, c'est un peu un effet un peu bubble, c'est-à-dire que plus la demande augmente, plus il va y avoir la création justement de parts, et du coup on répond à la demande, on crée de la liquidité pour répondre à la demande, et aujourd'hui ça devient des gestionnaires d'actifs les plus importants. Et donc maintenant, la personne autorisée, comment elle fait de l'argent, elle, dans tout ça, elle est l'intermédiaire, mais elle fait de l'argent où? Ben, c'est un peu le même principe donc d'un market maker qui est là sur le bid et le ask et qui joue sur le spread. Ben, en fait, le même principe va se refléter en quelque sorte, c'est un principe sans forcément être un même principe, mais c'est un peu dans la même idée, on va regarder ça tout de suite. Donc en fait, ils vont faire de l'argent en faisant la différence entre le prix des actions individuelles et l'ETF. Donc parfois, en fait, il y a une fair value, c'est-à-dire que le prix de l'ETF va être approximativement équivalent au prix en fait des actions individuelles. Mais parfois, en fait, étant donné qu'on peut avoir un surplus de demande, donc on sait que la demande, ça augmente le prix, donc comme la demande va être plus importante sur l'ETF, il va y avoir une augmentation du prix de l'ETF. Bon, bien évidemment, il faut savoir que ça va se jouer sur des cents, hein, ça ne va pas se jouer sur une différence de 10 dollars ou de 15 dollars, ça va se jouer sur des cents, mais c'est des cents multipliés par bien évidemment des millions et des milliards. Donc c'est de cette façon-là, en quelque sorte, qu'ils font de l'argent. Parce qu'en en fait, il y a le prix de l'ETF, mais si en fait il y a une demande beaucoup plus accrue sur le prix de l'ETF que les actions individuelles, par exemple, bien évidemment, ça va augmenter un tout petit peu le prix donc, de l'ETF, ça va un petit peu le débalancer de l'ensemble des actions individuelles. Donc eux, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Des fois, c'est en fair value, donc en fait, les deux sont équivalents. Et parfois, il y a bien évidemment un débalancement, un petit centime de débalancement, et eux, ils vont faire de l'argent comme ça. Donc là, dans un premier temps, on sait que donc, la demande augmente le prix donc, de l'ETF. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On sait que justement pour répondre à cette demande-là de liquidité, en quelque sorte, cette demande-là où l'offre n'est pas actuellement présente, on sait que la personne autorisée qui va être contactée par le broker va aller acheter donc, des actions individuellement sur le marché. Donc elle va les acheter un tout petit peu moins cher parce que là, actuellement, la demande n'est pas forcément sur les actions individuelles, mais sur bien évidemment l'ETF. Donc elle va aller acheter donc, ces actions-là qui sont un tout petit peu moins chères sur le marché. Elle va les donner donc aux fabricants de iShare par exemple. Je reprends toujours l'exemple de iShare. Et donc iShare va construire le produit il va lui donner l'ETF à la fin, le produit conceptualisé. Et ensuite, donc la personne autorisée, elle revend donc au prix du marché qui est un petit peu plus élevé que le prix des actions individuelles qu'il a acheté. Et du coup, il va faire la différence entre ces deux prix-là. Donc c'est comme ça que, en fait, en quelque sorte, c'est sur ce spread-là, en quelque sorte, qu'il va faire de l'argent, que la personne autorisée va faire de l'argent. Donc ensuite, dans l'autre sens, nous avons le processus de redemption. Donc là, on a créé donc le produit, mais après, en fait, si on a une offre supérieure à la demande, on va avoir un surplus d'offres. Donc là, en fait, on va avoir un processus de rachat. Donc là aussi, il va falloir assurer la liquidité dans le processus de rachat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on le sait, lorsque, par exemple, là, vous voyez actuellement, dans le côté sell, vous avez plus de vendeurs que le côté buy, donc que d'acheteurs. Donc là, on a un problème pour répondre à la demande de vente. On est d'accord sur ce point-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va encore faire appel donc, à la personne autorisée. Donc là, on détient un nombre donc, d'ETF chez donc, les particuliers qui, eux, veulent effectivement vendre ces ETF-là. Mais cependant, on n'a pas assez d'acheteurs de l'autre côté pour les acheter. Donc là, on va devoir entamer le processus de rachat qui est le processus de redemption en anglais. Donc le processus de base est le même que bien évidemment dans la création. Hein. On a donc les vendeurs qui sont là. On va demander à notre broker de nous vendre donc l'ETF. Le broker va voir sur le marché, mais là actuellement, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Là, sur le marché, le broker ne trouve pas assez d'acheteurs. Il y a une croix, on n'a pas assez d'acheteurs. Donc là, dans ces cas-là, le broker va devoir aller voir en fait tout simplement la personne autorisée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le broker va voir donc la personne autorisée. Il lui dit que là, actuellement, il a trop donc, de personnes qui veulent vendre l'ETF et qu'il n'a pas assez d'acheteurs. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ok, il va falloir que tu me rachètes effectivement les ETF. Donc il envoie sa commande d'ETF à racheter à la personne autorisée. Donc ensuite, la personne autorisée, qu'est-ce qu'elle va faire?
Donc là, on rappelle que la personne autorisée est là pour assurer une certaine liquidité. Donc là, actuellement, nous avons un surplus d'offres, hein. On ne peut pas répondre à l'offre, il n'y a pas assez de demandes par rapport à l'offre. Donc en fait, pour répondre à l'offre, il va falloir bien évidemment se placer sur la partie demande. Donc du coup, en fait, la personne autorisée va acheter, justement, va racheter, hein, là j'ai mis achat, mais c'est un rachat, de ces ETF. Donc ensuite, une fois qu'elle a racheté ces ETF-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les rend à iShare. Donc elle va voir le fabricant iShare et elle lui donne donc tous les ETF qu'elle vient d'acheter. Donc ensuite, il ne faut pas oublier, iShare est en train de, bien évidemment, déstructurer le produit pour rendre les actions individuellement à la personne autorisée. Donc elle prend le produit que la personne autorisée lui a donné, elle reprend ses produits, elle rachète ses produits, elle enlève la structure du produit, donc l'effet panier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend en fait individuellement les actions à la personne autorisée. Donc maintenant, la personne autorisée, elle détient les actions, elle va aller sur le marché et elle va vendre donc individuellement les actions, donc Apple, Facebook, Microsoft, Google et Amazon. Donc comme ça, en fait, elle a racheté les parts au surplus de l'offre. Donc il y avait un surplus d'offres et pas assez donc, de demande en contrepartie. Ce qui fait qu'elle elle s'est placée en demande pour répondre à l'offre et elle a renvoyé donc les produits qu'elle a achetés, donc les ETF, elle les a redonnés donc bien évidemment à iShare. iShare a complètement déstructuré le produit, lui a rendu les actions individuelles qui se trouvaient dans le produit et a déstructuré le produit. Et donc du coup, la personne autorisée se retrouve avec les positions individuelles et maintenant, elle doit les revendre sur le marché. Donc là, on va se poser peut-être la question comment, bien évidemment, la personne autorisée va se faire encore de l'argent. Donc là, c'est pareil, ça va être très simple. Ça va être sur une différence en quelque sorte de spread entre le prix de l'achat des actions individuelles et l'ETF. Donc dans quelles conditions? Donc on rappelle bien évidemment l'offre et la demande, hein, petite règle de base, plus l'offre est importante, plus il va avoir une pression donc baissière sur le prix. Donc là, si nous avons un surplus d'offres, bien évidemment, au niveau des ETF, cela va mettre une pression baissière du prix de l'ETF. Donc la personne qui est là donc, pour assurer la liquidité dans les rachats, elle va racheter donc le prix de l'ETF un petit peu moins cher, on est d'accord. Donc ça va se jouer, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir de différence de 10 dollars, ça va se jouer sur des cents, parce qu'après la composante du produit, bien évidemment, ce sont des actions individuelles, donc ça dépend aussi du mouvement des actions individuelles. Mais là, comme en fait il y a la conceptualisation du produit et que la demande est plus importante sur le produit que les actions individuelles, on va avoir une pression un petit peu plus baissière sur le prix de l'ETF. Donc de cette manière-là, en fait, lorsque la personne autorisée va racheter les ETF et qu'elle va les donner à iShare, et que iShare va lui redonner les actions individuellement, elle va se retrouver sur le marché à vendre les actions un peu plus cher que ce qu'elle vient d'acheter dans l'ETF. Donc c'est comme ça qu'elle va faire de l'argent. Parce qu'il y a eu la pression baissière, vraiment un surplus d'offres sur bien évidemment l'ETF et pas forcément sur les actions individuelles. Donc du coup, en fait, c'est la différence de prix comme ça qui peut arriver. Donc des fois c'est du fair value, donc du coup il n'y a pas vraiment de différence de prix, mais des fois il va y avoir cette différence de prix là à quelques cents et ils vont faire de l'argent sur ces quelques cents là. Donc là, on peut voir au niveau de BlackRock, vous connaissez tous BlackRock, c'est l'un des plus connus, l'un des gestionnaires d'actifs les plus connus. On peut voir la courbe qui est quand même pas mal exponentielle depuis donc le début des années 2000. Donc là, on peut voir quand même que depuis 2015-2016, on a une augmentation encore plus exponentielle. Donc après, il y en a beaucoup qui peuvent parler effectivement de problèmes de liquidité au niveau des ETF. Ben là, en fait, avec ce système-là, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un pour assurer la liquidité au niveau du produit. Cependant, en fait, peut-être là où peut-être ça peut créer un problème de liquidité, c'est peut-être plus dans l'achat individuel d'actions ou la vente individuelle des actions dans le processus de, comment dire, d'assurer la liquidité. Donc c'est vrai que comme les ETF sont beaucoup plus connus maintenant, beaucoup plus populaire en quelque sorte que d'acheter des actions individuelles parce que le risque est un peu plus dilué sur différents secteurs, sur différents titres, ce qui fait que bien évidemment ça attire un peu plus l'attention. Les frais ne sont pas forcément très non plus élevés, les frais de management. Donc du coup, oui, c'est vrai que la demande a augmenté, donc le nombre de parts créées a augmenté aussi, ce qui fait que effectivement le jour où, par exemple, ça crache, on a un surplus d'offres,
c'est vrai que là, peut-être est-ce qu'on va avoir des acheteurs en face, donc il va falloir appeler une personne autorisée, assurer la liquidité. Donc elle va racheter effectivement ces parts-là. Mais ensuite, lorsque BlackRock va lui redonner individuellement les actions pour qu'elle les revende sur le marché, est-ce que cette personne autorisée-là va trouver des acheteurs? Donc en fait, c'est plus dans ce processus-là. Donc là, on a vu dernièrement, bon, il n'y a pas eu vraiment de gros drames au niveau de la liquidité. Ils ont quand même pas mal assuré à ce niveau-là, certainement avec la Fed. Donc voilà, mais c'est vrai que ça reste quand même, il faut faire quand même attention à ce niveau-là. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, pardon, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner. Donc on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine.